Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'identité dirigé par Henri Dubost. Émission préenregistrée le 14 février 2016, diffusée vendredi 4 mars de midi à 13h30. Elle est rediffusée dans l'après-midi de 16h à 17h30, samedi 5 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers amis auditeurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Libre Journal de l'Identité. Un Libre Journal préenregistré, le technicien vient de vous le préciser, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, et j'espère qu'ils seront nombreux, que je me ferai un plaisir de transmettre à mes invités. Un libre journal préenregistré le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, patron des amoureux, je me permets de le préciser, et un libre journal qui réunit dans le studio deux jeunes femmes radieuses. Donc vous me voyez, amis auditeurs, patron d'émission particulièrement comblé, je le suis toujours bien entendu, mais aujourd'hui tout particulièrement. Mesdames les Antigones, bonjour. Bonjour. Donc, mesdames les Antigones, vous avez des noms et des prénoms. Je commence par la présidente, tout seigneur, tout honneur. Donc, je vous appellerai par Anne, votre prénom. Tout à fait, oui. Mais votre nom complet est tout à fait audible et vous pouvez le dire, c'est Anne Truby. Anne, d'accord. Voilà. Et puis, Isole, vous aussi, je Voilà. vous appellerai par votre prénom, mais vous avez un nom complet qui a défrayé d'ailleurs la chronique sur Internet. Voilà, Isole Turon. Isole Turon, très bien. Et puis nous aurons par téléphone Mathilde. Mathilde, est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui, je vous entends parfaitement. Bon, Mathilde, Bonjour. donc Gibelin, bonjour. Vous nous appelez du Grand Sud, du vaste Sud. Exactement. Mathilde, et donc vous allez rajouter une petite touche provençale à nos propos très parisiens, c'est ça ? Exactement. Parfait, écoutez, nous comptons sur vous. Bien, donc vous intervenez quand vous voulez, bien sûr, Mathilde, en symbiose avec vos deux amies présentes ici dans le studio. Alors, en préparant cette émission, j'ai pu constater à quel point le cliché qui vous réduit, chères Antigones, à de simples anti-fémènes était réducteur et par conséquent mensonger. Bien sûr, nous allons parler des fémènes, mais pas plus que pour la place qui est la leur, c'est-à-dire, je crois que vous aurez l'occasion de le préciser, finalement, pas grand-chose. Une place essentiellement médiatique et je veux dire, de l'ordre du spectacle, de la société du spectacle, mais derrière il y a peut-être un vide, une espèce d'abysse de signification que vous, qui n'est pas votre problème, vous allez le voir, chers auditeurs, parce que vous avez amis Antigone, vous avez une activité militante, certes, mais aussi une activité intellectuelle débordante. Et j'encourage tous nos auditeurs à aller sur votre site qui témoigne pleinement de votre implication dans la cité. Vous êtes en cela de vraies citoyennes, chères Antigone, et j'utilise sciemment ce mot un peu galvaudé, même beaucoup galvaudé par la pensée unique, qui veut nous faire confondre la res publica, la chose publique, le bien commun, qui est le souci de tous ceux qui veulent construire ensemble la cité, avec un régime constitutionnel et politique particulier, dont le moins que l'on puisse dire est que la façon dont il s'occupe de ce bien commun est de plus en plus problématique. Ça apparaîtra naturellement au cours de notre discussion. Je rappellerai rapidement, rassurez-vous, que pour Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, la cité passe par l'impérieux devoir, je cite, de respirer d'un même souffle. Respirer d'un même souffle, c'est fabuleux
comme formule. La cité passe par l'impérieux devoir de respirer d'un même souffle. On est à des années-lumière du vivre ensemble républicain qui entend simplement juxtaposer des individus déracinés de simples producteurs-consommateurs et qui ose affirmer que cet amalgame hétéroclite forme société. Une cité, avertit le philosophe, une cité ne se forme pas à partir d'une masse de gens pris au hasard. Je cite Aristote. Une cité ne se forme pas à partir d'une masse de gens pris au hasard. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais il est temps d'interdire Aristote dans les lycées de la République. C'est pas possible d'entendre des choses comme ça, vous êtes d'accord, hein? De toute façon, la lecture sera beaucoup trop ardue pour nos pauvres. Oui, effectivement. Encore que Aristote, il n'y a pas d'accent circonflexe, donc ça facilitera les choses peut-être. Mais quand même, entendre des propos pareils, on se dit, mais que fait Najat finalement? Que fait Najat? De l'égalité réelle, certainement. Oui, sans doute. Alors, autrement dit, pour Aristote, l'intégration, et on parle même plus d'ailleurs ni d'assimilation ni d'intégration, vous savez quel est le mot qu'on emploie maintenant? C'est le mot d'inclusion. Voilà, d'inclusion. On parle même plus d'assimilation et d'intégration, on dit inclusion. Eh bien, pour Aristote, l'inclusion conduit à la mort de la cité. Alors, je cite Aristote encore une fois, ouvrez les guillemets, je ne me permettrai pas de dire tout ça naturellement, de ma propre initiative. Parmi ceux qui ont, c'est Aristote qui parle, parmi ceux qui ont jusqu'à présent accepté des étrangers pour fonder une cité avec eux, ou pour les agréger à la cité, le mot est celui d'Aristote, la plupart ont connu des séditions. Les gens de Zancles, ayant accueilli des Samiens, ceux-ci les chassèrent de chez eux. Les gens d'Amphipolis, ayant accepté des colons de Chalcis, furent en grande majorité chassés par ces derniers. Des Achéens fondèrent Sybaris avec des Tréséniens, puis les Achéens devinrent majoritaires et chassèrent les Tréséniens. Les Apolloniates du Ponteuxin connurent des séditions après avoir introduit des étrangers chez eux. Les Syracusains, ayant fait citoyens des étrangers, en l'occurrence des mercenaires, connurent des séditions et en vinrent aux armes, etc., etc. C'est Aristote. C'est Aristote, extrait alors de Les Politiques, livre 5, chapitre 3, édition Garnier-Flammarion, 1993, page 351-352 pour ceux d'entre vous qui souhaitent vérifier, amis auditeurs. Alors je me suis permis de convoquer Aristote à cette émission, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, parce que ce dont nous allons parler pendant cette heure et demie, c'est d'identité, et les propos du philosophe sont particulièrement éclairants en préambule de cette conversation. Alors, thème de cette émission, donc, féminité et identité. Oui, un discours identitaire sur la femme est possible, loin des clichés, loin des lieux communs, loin de la pensée unique, loin du politiquement correct. Allons-nous parler de la femme en général ? Non, car je pense, chers Antigones, que vous n'êtes pas universaliste. Nous ne parlerons pas de la féminité chez les Pandés du Congo, les Nyaturu de Tanzanie ou encore les Salampazou d'Angola, sujet passionnant bien sûr, mais que nous laisserons sans doute à d'autres. En ce qui nous concerne, nous allons parler de la femme dans son identité européenne. Je ne dis pas européenne de souche, notez-le bien, parce que j'ai cru remarquer sur l'une de vos vidéos, mesdames, la présence d'une jeune femme métisse, superbe, comme vous toutes d'ailleurs, mais une métisse qui est là justement parce qu'elle respire d'un même souffle. Elle respire d'un même souffle avec vous toutes. Et puis, pour faire bonne mesure, eh bien, écoutez, après Aristote, Claude Lévi-Strauss, si vous le voulez bien, et je m'arrête là, promis. Claude Lévi-Strauss, 1971, Tribune des Nations Unies. Il n'y a rien d'inadmissible dans le fait de placer un mode de vie au-dessus de tous les autres, ou de ne pas être attiré par des individus, ou des groupes dont le mode de vie, respectable en soi, est très éloigné du système auquel on est traditionnellement attaché. C'est superbement dit. Et l'anthropologue conclut, c'est peut-être le prix à payer pour que soit préservé le système de valeurs de chaque communauté ou de chaque famille spirituelle
et pour qu'il trouve en lui-même les ressources nécessaires à son renouvellement. Bon, écoutez, après Saint-Valentin, Aristote et Claude Lévi-Strauss, on va pouvoir peut-être passer aux Antigones. Qui désire prendre la parole? Peut-être tout seigneur, tout honneur, la présidente Anne. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, première question. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous placer sous le patronage d'Antigone? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Antigone, qui mérite que vous vous placiez sous sa titulature, en quelque sorte? Donc la figure d'Antigone nous a beaucoup intéressés dès le départ, notamment pour sa position face à Créon. Alors, peut-être pourriez-vous rappeler pour les auditeurs qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous, ce qui nous intéresse, c'est en plus, je précise, l'Antigone antique, pas celle d'Anouilh. Oui. Oui, Antigone a fait face à Créon qui refusait une sépulture donc à un de ses deux frères qui s'était battu donc contre son autre frère qui lui avait une sépulture avec les honneurs. Voilà, parce qu'il avait parce que l'un donc s'était dressé contre l'autre et donc Antigone est allée enterrer son frère. Voilà, en invoquant les lois naturelles face aux lois politiques de Créon. Donc nous, c'est cette figure-là qu'on a voulu associer à notre mouvement. Oui. Voilà, pour bien expliquer que nous, on privilégiera toujours la légitimité à la légalité. Et ce qui nous intéresse, c'est pas le discours et les stratégies politiques, c'est vraiment la réalité des choses et comment vivent les gens au quotidien. Donc, autrement dit, la loi naturelle par rapport au droit positif. Tout à fait. Voilà. Isole, est-ce que c'est votre même approche? Oui, tout à fait. C'est vraiment, je pense, l'essentiel d'Antigone et dans la question de la légitimité qui, aujourd'hui, est bien mise à mal avec les questions d'état d'urgence, mais je pense qu'on aura l'occasion en effet de parler de de l'actualité, bien sûr. Et puis, je rajouterais juste un mot pour dire que Antigone est avant tout une figure féminine qui ne date pas du féminisme des années 50, ce qui nous plaisait beaucoup aussi. Et c'est une femme de pouvoir, puisque c'est parce qu'elle est de sang royal et c'est par sa position politique dans la cité qu'elle libère Thèbes en allant enterrer son frère, en fait. Un autre aspect, oui. Du personnage qui nous a intéressés, qui est peut-être un peu moins connu, c'est Antigone, c'est la figure qui guide son père Oedipe une fois qu'il s'est crevé les yeux sur les chemins, donc son père étant aveugle. Malgré toutes ses fautes, elle reste à ses côtés et c'est elle qui le guide dans son errance. Voilà, donc ça c'est aussi une autre figure, un autre aspect qu'on a moins creusé, mais qui est très intéressant. Et en quoi est-ce que la cécité du père d'Antigone est quelque chose qui vous a interpellé? Sur une première interprétation assez aisée, c'est aussi que voilà, on aimerait bien ouvrir les yeux aussi d'un certain nombre de nos contemporains sur. Pour vous, c'est la société qui est aveugle. Oui, tout à fait, oui, et un certain nombre d'idéologies aussi. Oui. Voilà, et du coup, nous, on aimerait bien avoir ce rôle de guide, même si c'est peut-être un peu présomptueux, pour essayer d'accompagner, malgré leurs erreurs, leurs errances, certains de nos contemporains sur peut-être des réalités, leur ouvrir les yeux sur des réalités un petit peu plus intéressantes et proches des gens. Mathilde, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'origine des Antigones? Enfin, je veux dire, le fait que vous ayez choisi cette figure tutélaire. Non, Anne et Isole ont déjà beaucoup expliqué de choses. Non, je conclurai juste simplement en disant qu'en effet, nous voulons nous inspirer d'Antigone parce que justement, elle incarne un combat féminin que nous entendons extrêmement important et que nous voulons porter dans la société. Voilà, contrairement à beaucoup de caricatures qui ont pu être dites à notre sujet, nous entendons vraiment prendre notre place dans la cité et en tant que femmes, vouloir construire le monde de demain. Très bien. Voilà. Alors effectivement, oui, je crois que vous aviez... Non, d'accord, excusez-moi, j'avais mal compris un mouvement de main.
je m'adresse maintenant à la porte-parole des Antigones. Iseul, vous avez eu une action qu'on va dire courageuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes allé directement au contact avec l'ennemi, l'adversaire, en tout cas avec des gens avec lesquels vous ne partagiez pas beaucoup de valeurs, et vous vous êtes infiltré dans les Femen. Je ne sais pas si on dit Femen ou Femen. Est-ce que à titre personnel, je dis Femen. Vous dites Femen, très bien. Vous avez infiltré ce mouvement et pendant, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, vous avez joué le rôle d'une Femen de base. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé? Alors, est-ce que vous étiez seul dans cette aventure? Est-ce que vous aviez un soutien psychologique quand vous rentriez chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pourriez nous donner, sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce que c'est une aventure très longue, mais simplement en résumant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout simplement, je vais déjà commencer par le choix de la cible. Les Femen, donc cible très médiatique. Je pense que tout le monde, tous les auditeurs connaissent très bien les Femen. Oui, elles défrayent régulièrement la chronique. Voilà, tout à fait. Donc, des Ukrainiennes qui vont seins nus sur la place publique, avec des mots écrits sur le torse. Donc, c'était une cible assez facile, puisque très médiatisée. Et l'idée, en fait, était de démontrer les travers de cette société du spectacle et de ce féminisme institutionnel qui est institutionnalisé par les médias et qui est donc à la solde de la caméra. Puisque, comme les Femen le disaient si bien, nous avons 2 alliés, les médias et les policiers, puisque une action Femen sans policier n'est pas une action Femen, tout simplement. Ce qui commence à poser problème à partir du moment où le résultat d'une action publique qui donc est fondée sur l'image, ouais, très vide de sens, et l'action policière, là on voit que le bien commun, le souffle dont parle Aristote est assez lointain. Donc voilà la raison de cette cible. Ça, et puis un agacement personnel de les voir en permanence sur la télévision. Alors vous avez frappé à la porte, vous avez dit c'est moi, oui, je veux rentrer dans les Femen. Voilà. Comment faire? C'est ça. Et donc vous avez été accueilli très bien, oui, aucun souci là-dessus. On vous a tout de suite proposé des actions concrètes? Non, pas du tout. C'était d'abord de l'entraînement. Non, parce qu'il faut quand même, avant de faire des actions, il y a un minimum de choses à apprendre. C'est quand même assez technique. Leurs actions sont quand même techniques. Et ça. À part se dévêtir, avec quoi? Rapidement, hein, parce que ça nécessite un petit entraînement. Résister au froid aussi, peut-être. Voilà. Et puis il y a surtout la position debout. À maintenir et réussir à faire des photos qui sont spectaculaires, donc avoir des portées, sur les médias, j'imagine. Évidemment, mais aussi sur la posture même qui va avoir lieu au moment où la police va chercher à déloger les Femen. Donc ça, c'est plusieurs points comme ça. Donc moi, j'ai passé en fait 7 semaines là-bas, et donc j'ai fait un entraînement par semaine, donc avec un les entraînement filles, par semaine, d'accord. Est-ce qu'il y a le aussi un entraînement de type idéologique? Est-ce qu'on vous dit il faut dire ça, faut penser ça, etc. Non, ça c'est d'ailleurs un problème dans un certain sens. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de travail de fond intellectuel, il y a une sorte d'idéologie, on va dire, qui est véhiculée par un non-dit, mais on se retrouve en fait avec des positions très contradictoires au sein du mouvement, à savoir qu'il y avait une jeune femme qui avait donc écrit un ouvrage sur la queer théorie, et puis des propos... Alors, queer théorie, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la queer théorie, c'est... Précisez-le aux éditeurs de Radio Courtoisie, la queer théorie. C'est l'étape après la théorie du gender. Alors, attendez, vous n'avez pas à mettre de nourrin dans le... Pardon, de petites pièces dans le nourrin, dans le cochon, parce que vous utilisez des mots qui font partie du langage de ces gens-là. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes dispensé de l'amende. Exact, oui, j'avais oublié l'amende. Oui, alors non, alors, la queer théorie, qu'est-ce que c'est? Donc, oui, alors ça veut dire bizarre, donc c'est... Bizarre, queer, ça veut dire bizarre. Oui, queer, c'est... alors, c'est le mot en anglais veut dire bizarre, mais c'est un mot d'argot pour désigner à la base justement tous ces types qui jouent sur les genres. Donc queer, ça peut désigner des homosexuels, ça peut désigner des transsexuels, des travestis, etc. dans
dans l'argot anglais. Tout ce qui est hors norme d'un point de vue sexuel, hein, c'est ça. Voilà, d'un point de vue de l'identité sexuelle, carrément, pas forcément des pratiques, hein, nécessairement. Et donc il y a tout un mouvement de pensée qui fait suite à toutes les théories du genre, et c'est tout un mouvement de réflexion qui post-structuraliste, donc qui joue vraiment à déconstruire un peu toutes ces structures qu'on met derrière les rôles sociaux, derrière les identités des personnes. Et donc cette théorie-là reprend tout le travail déjà de Judith Butler sur la théorie du genre et créatrice de la théorie du genre, Judith Butler. Hein. Voilà, exactement. Bien que ce soit une théorie qui finalement vienne de France. Hein. C'est un ricochet. Elle est partie de France, elle est allée aux États-Unis, elle a mûri aux États-Unis, elle nous revient en boomerang. En France. Le structuralisme, il y a des grands auteurs français dans ce mouvement de pensée-là. Et par contre, justement, toute cette pensée du genre et toutes les théories queer, notamment, ça s'est beaucoup plus développé aux États-Unis. Et c'était des courants de pensée qui étaient très ancrés dans un certain féminisme aussi, et dans les mouvements LGBT. Donc la théorie queer, c'est dans la continuité avec on va peut-être pas s'étendre non plus des heures dessus, mais avec une dimension beaucoup plus militante sur les droits LGBT notamment. C'est c'est l'étape 2 après la théorie du genre qui n'existe pas. On a la queer, donc beaucoup moins connue en France. Et donc il y avait une jeune femme qui avait écrit donc un ouvrage là-dessus. Et paradoxalement, dans le même mouvement, Inna Tchevenchenko, c'est donc la chef des Femmes en France, s'était positionnée sur la question dans un ouvrage intitulé Femmes, dans lequel elle expliquait bien que la théorie du genre et le reste, c'est-à-dire donc la queer qui n'est qu'une continuité, n'est d'aucun secours quand on se fait violer dans la rue. Voilà. Et elle estimait dans son ouvrage que c'était une théorie très bourgeoise. Donc elles vont au-delà de la théorie du genre. Oui, mais elles cohabitent en fait. Non. C'est-à-dire que je me trompe. Ina considère que c'est une théorie bourgeoise dans le sens où elle part d'un féminisme très traditionnel, donc avec d'un féminisme de la guerre des sexes, donc les femmes qui vont devoir lutter contre un patriarcat. Alors que la queer est pas du tout positionnée sur la même problématique, qui est la destruction justement des genres, des sexes. Et ces deux femmes vont cohabiter et militer ensemble sans que la contradiction apparaisse et sans qu'il n'y ait aucun problème. Donc c'est là où je dis qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est-à-dire que il y a à la fois tout et rien. Mais qu'est-ce qui fait, s'il n'y a pas d'idéologie, qu'est-ce qui fait marcher ces filles alors Eh bien, le coup médiatique. Et donc finalement, la perspective de se voir à la télé, c'est ce qui fait marcher les filles. Exactement, tout à fait. Oui, c'est l'idée de. C'est un peu réducteur quand même. C'est très réducteur et c'est très. C'est réducteur. Il y a pas d'autre mot. Et en fait, c'est d'avoir l'impression de vivre, je pense, quelque chose d'excitant dans ce monde moderne. Donc vous dites qu'il y a un renouvellement très important. Un gros turnover du coup. Un renouvellement. Allons. Donc un renouvellement, qui fait que vous avez très peu connu de Femmes à l'intérieur du groupe. Très peu, non. Il y a quand même des bases fixes, mais il y a quand même des bases fixes. Qu'il y a un grand changement régulier des militantes de base qui souvent sont vexées, déçues. Il faut savoir que moi, j'ai infiltré les Femmes, mais il y a eu beaucoup de filles avant moi qui ont fait des coups d'éclat médiatiques, puisque ce qu'on apprend chez Femmes, ce sont les coups d'état médiatiques. Et donc, du coup, il y a eu de nombreuses sorties bien plus médiatiques que la mienne, de retournements des unes, des autres, de scissions. Est-ce que finalement, il n'y a pas sous-jacent à ça une espèce de ce que disent les psychologues de d'histrionisme, c'est-à-dire volonté de se mettre en avant sans qu'il y ait à la base quelque chose, une protestation vraiment mûrie. Il y avait une protestation chez Femmes à leur origine, en Ukraine, ça c'est évident. Oui, c'est un groupe ukrainien à l'origine. Et d'ailleurs, je crois savoir que c'est un groupe au départ qui était relativement positif, avec lequel on pouvait être d'accord sur ses buts, avec des et qui a complètement dévié dans le sens de la société du spectacle en arrivant en France. C'est ça, et c'est ça qui est tragique, c'est-à-dire que ce qu'elle voulait faire en Ukraine était très sain, c'est-à-dire simplement le fait que des femmes puissent avoir accès à l'enseignement, à la sécurité aussi, qui est nécessaire, puisque les femmes et les hommes sont différents, et que de là, on ne peut pas avoir un traitement égal sur notamment les questions des violences.
Donc des choses comme ça, tout simplement. Donc il y avait aussi la question du mariage. Donc elles disent le mariage forcé à 16 ans. Donc c'est vrai que nous, quand on décale la situation en France, c'est un peu risible ce combat, ce qui fait que en fait, comme le combat ukrainien ne pouvait pas être transporté chez nous, il a subi donc une simplification et une modification qui se résument à 3 critères. Lutter contre les dictatures, donc ça je pense que même Hannah Arendt est d'accord. On est plus ou moins d'accord quand même. Lutter contre le proxénétisme. Oui, là aussi, c'est assez simple. Et lutter contre les religions. Donc là, d'accord. Alors là, vous dites en effet que l'un des combats essentiels des Femen, c'est la lutte. Alors non pas contre les gens qui pratiquent la religion, mais vous dites contre les institutions. Mais finalement, il y a une espèce d'amalgame qui se fait. Oui, tout à fait. De toute façon, on va dire que là-dessus, leur positionnement est très simple. Elles disent elles-mêmes que évidemment c'est contre les institutions, mais elles sont dans une logique en réalité marxiste, on va dire, qui est de dire que la religion est l'opium du peuple, et il s'agit plutôt d'une forme de laïcisation extrême, à savoir, il n'est pas possible, il faut forcer les gens à arrêter de pratiquer ces absurdités religieuses. Donc c'est-à-dire que là, on va aller très loin, jusqu'à même nier tout ce qui est de l'ordre de la loi naturelle, en fait, par lien logique, on va dire, que du coup, elles vont beaucoup parler de ce qui est de l'ordre de la structure, voilà. En tout cas, ce que vous dites, c'est que j'ai un petit peu regardé les vidéos que vous avez fait paraître sur Internet, et ce que vous dites, c'est que vraiment, il y a dans ce groupe des Femen plutôt, il y a la base, à qui on explique finalement très peu de choses, qui est une espèce de chair à canon, c'est le mot que vous employez vous-même. Oui. Il y a un plafond de verre, et au-delà du plafond de verre, vous sentez vraiment des gens qui tirent les ficelles, et une différence très nette entre les deux, et les filles de base n'ont aucune idée de qui tire les ficelles, avec quel argent, quel pouvoir, quels sont les gens qui manipulent tout ça vraiment. Comme je vous disais très bien, c'est que comme il n'y a pas de ligne directrice, il est très difficile de voir les objectifs, puisque les objectifs vont être très flous, ce qui fait qu'on n'a aucune perception de ce qui se passe dans la base, puisque c'est là où j'ai été. Donc il est évident qu'il y a des décisions qui sont prises au-dessus, puisqu'il y a une cohérence médiatique qui est évidente. Donc là-dessus, si on n'arrive pas à avoir la cohérence dans la base, c'est qu'elle est plus haut. Et donc notamment avec des contestations d'opérations par la base. Donc s'il y a des filles qui protestaient contre certaines opérations qu'elles jugeaient pas justes ou pas normales, etc. Avec aussi des choses très étranges comme le fait que elles n'ont pas d'argent en tant que telles. Du tout sur elles place. Ne sont pas rétribuées. Quand elles font une action, elles ne sont pas payées à l'action. Néanmoins, quand elles réalisent une action qui nécessite une chambre d'hôtel et des accès par le ministère de la Culture, et là je pense à une action que j'ai vue de mes yeux, donc, qui était celle... donc j'étais à l'intérieur à ce moment-là où elles avaient fait une grande bâche contre le... C'était je sais plus contre quoi d'ailleurs. C'était au moment de la Jeanne aussi, pardon. Oui. Et en fait, elles avaient loué à l'hôtel Regina. Du Front National, hein, exactement, tout tout à fait. D'accord, oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. Elles avaient loué en fait une chambre d'hôtel au Regina. Oui. Et étaient passées sur les locaux du ministère de la Culture sans qu'il y ait de plainte. Oui, ce qui est assez curieux. Voilà, et l'hôtel Regina... On peut rentrer, amis auditeurs, vous pouvez rentrer au ministère de la Culture par l'hôtel Regina, c'est bon à savoir. Voilà, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir un peu les prix de cet hôtel magnifique. Oui, j'imagine que c'est pas à la portée de n'importe qui. Non, surtout quand il y a des difficultés à payer de la peinture et du fil pour faire la banderole, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Donc oui, il y a des ficelles au-dessus, et c'était juste là les éléments que je vous donnais ont pour objet de vous faire comprendre qu'on ne voit pas ça de la base. Mais pour autant, il est évident qu'il y a une cohérence. Vous n'avez pas eu de contact avec des gens dont vous pouviez penser qu'ils tiraient vraiment les ficelles. C'est deux parties, deux mondes totalement différents. Il y a évidemment des instructions qui descendent des hauteurs, mais en tout cas, il n'y a jamais de remontée.
Pas par l'expérience pratique, donc pas par l'infiltration en tant que telle. Après, il y a tout simplement aussi la recherche par ailleurs qu'on peut faire donc sur la question des femmes, à savoir qui a intérêt à voir ses actions mûrir, et puisque tout simplement en général le commanditaire est celui qui va avoir le bénéfice. Vous n'avez pas contacté George Soros par exemple, non? Non, pas directement. Pas directement. Néanmoins. Mais vous avez son adresse peut-être? Non plus. Écoutez, franchement. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on assiste en fait à quelque chose, et là c'est symptomatique pour les femmes, mais c'est symptomatique pour beaucoup de mouvements féministes, c'est-à-dire une utilisation de cette question féminine, puisque les femmes représentent 50% de la société, donc un peu plus même. Voilà. Donc c'est un énorme poids, et donc il y a une utilisation en fait de ces femmes, enfin des femmes, et de ce combat-là à d'autres fins. Et donc on voit notamment avec les Femen que les objectifs poursuivis sont des objectifs géopolitiques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, des gens comme c'est un vaste mot, ça, géopolitique. Qu'est-ce que vous mettez dessous? Alors, ce que je mets dessous, géopolitique. C'est-à-dire que là, ça fait, quand tout le monde, en tant qu'ukrainienne, pense à ce qui s'est passé en Ukraine dernièrement, il faut savoir que quand les Femen sont arrivés en France, il n'y avait pas encore cette situation en Ukraine. Et on sentait déjà conflit avec la Russie, le conflit russe, c'est-à-dire toutes les affaires avec Poutine, le conflit quand elles ont avec tout ce qui est le gaz, puisqu'elles s'étaient positionnées elles avaient fait une opération contre le gaz, aussi, contre un gazoduc. Oui, exactement. Je n'ai pas les détails techniques en tête, mais je me souviens effectivement de leur action contre ce gazoduc. On s'aperçoit à la vue de ces actions-là et ce qui était en germe et ce qui était en tension, c'était ce conflit en Ukraine. Et donc, quand on voit la suite, aujourd'hui, ça paraît évident, et notamment dans leurs messages, dans leurs mots, dans ce qui a pu transparaître, on voyait cet impact géopolitique, et notamment George Soros aux États-Unis, etc. Donc là, on a vraiment la mise en place de ce conflit, et cette utilisation, en fait, de ces jeunes femmes à des fins géopolitiques. Donc, c'est pas uniquement une petite réunion de gentilles petites femmes qui sont vraiment très malheureuses de leur situation et qui entendent faire des actions. Vous pensez que ça fait partie d'une stratégie géopolitique au niveau mondial? Oui, et maintenant que le conflit a éclaté d'ailleurs, il n'y a plus aucun soutien pour les Femen. Les Femen, c'est mort. Et quasiment, médiatiquement en tout cas, il y a très peu de coups d'éclat par rapport à ce qu'il y a pu avoir. Donc ils ont servi, et une fois qu'ils ont servi, on les jette. Voilà, exactement, comme des mercenaires ou comme des putes. Ah oui. Voilà. Le mot est fort, mais le mot est lâché, très bien. Non, mais il faut dire après, il faut appeler un chat. Oui, tout à fait. Mathilde, est-ce que vous êtes au micro toujours? Oui, je suis toujours là. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez essayé d'infiltrer les Femen? Pas du tout. Bon, mais quel avis portez-vous sur l'action de ce groupe? Sur l'action de ce groupe, je pense qu'il est extrême. Enfin, leur portée est assez caricaturale. Enfin, leur message est extrêmement caricatural, et leur message dessert les femmes. Finalement, les femmes se reconnaissent très très peu dans les féminines, que ce soit dans les féministes plus conventionnels ou institutionnels, tels que les mouvements comme Oser le féminisme, etc., ou les femmes que vous rencontrez dans la rue, à qui vous demandez leur avis, tout simplement. Les femmes se reconnaissent très très peu dans les féminines. Donc elles estiment porter la parole des femmes, et c'est comme ça qu'elles le revendiquent, tandis qu'aucune femme ne se sent représentée par ce groupe-là. Donc ça nous tenait à cœur, nous, de créer un mouvement qui soit beaucoup plus en phase avec les femmes. Oui, avec l'attente des femmes, oui. Voilà, entre guillemets, lambda, des femmes qui n'ont pas envie de couper les couilles au patriarcat, parce que c'est assez vulgaire, mais c'est la façon dont elles le disent. Oui, mais écoutez, ça c'est une citation, on a bien entendu les guillemets. Voilà, il y avait des guillemets au début et à la fin. Donc voilà, des femmes qui vivent avec les hommes, que ce soit leur mari, leur frère, leurs copains, leurs fils, voilà, donc des femmes qui ont des rapports tout à fait cordiaux et féconds avec les hommes, et qui entendent les garder, et en même temps des femmes qui ont envie de se battre pour construire une société de demain. Donc ça, voilà, c'est les Femen, finalement, nous ont bien aidés, parce qu'elles nous ont aidés à prendre confiance. Écoutez, oui, merci aux Femen, finalement. Finalement. Voilà, tout à fait.
Donc, Isole, nous allons terminer sur la question des Femmes. Quel est le bilan de cette aventure pour vous? Alors, un bilan très positif, puisque cette infiltration... Comme Mathilde, vous dites merci aux Femmes. Voilà, merci aux Femmes qui ont permis à Antigone d'exister médiatiquement, et ce, pendant un bon moment. Donc c'était l'objectif de l'infiltration. Et vous survivez aux Femmes, les Antigones survivent. Exactement. Les Femmes, vous me le dites, sont mortes. Enfin, ouais. Sont mortes, je veux dire, le groupe n'est pas en très bonne santé, on va dire, alors que les Antigones sont en pleine forme. En pleine expansion, on peut très dire. Bien, donc ça, on va dire que c'est l'avantage. Madame la Présidente, est-ce que c'est exactement votre sentiment par rapport aux Femmes? Ça vous a aidé à prendre un essor important par rapport à vos objectifs? Oui, tout à fait. Et puis dans notre histoire, maintenant, ça commence à devenir assez historique et circonstanciel. Les Femmes, c'est loin derrière nous. C'est du passé, en effet. Oui. Comme on a voulu s'intéresser justement à une véritable analyse sociale et une véritable mener une véritable réflexion intellectuelle, les Femmes et les coups médiatiques, c'est vite oublié. Voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose, mesdames, c'est de passer à vos thématiques propres. On enterre les Femmes si elles sont mortes, d'accord? Exactement. Parfait. Bien. Et donc, nous allons passer à vos thématiques propres. Si je vous dis féminisme, est-ce que pour vous, c'est un combat dépassé? Est-ce que pour vous, le féminisme, c'est ringard? Et est-ce que vous avez revisité le féminisme, Anne? Je pense que, effectivement, nous, le féminisme, c'est un sujet auquel on a été obligés de se confronter, parce que ça fait partie aussi de notre héritage culturel. Voilà, d'autant plus en France qu'on a quand même des figures du féminisme comme Simone de Beauvoir. Donc voilà, c'est un héritage auquel on est prête à se confronter. Et c'est aussi, quand on voit les mouvements féministes actuels, on a déjà cité le féminisme, mais il y a aussi des mouvements comme Ni pute ni soumise qui sont encore très médiatiques. Et quand on voit le travail, les combats de ces mouvements-là, on se dit qu'il y a urgence effectivement à dépasser tous ces mouvements féministes et toutes les idéologies féministes qui font le devant de la scène en France. Donc oui, nous on est dans cette perspective-là de dépasser le féminisme, très clairement. Isole, c'est aussi votre approche des choses? Oui, tout à fait. Il n'y a jamais eu d'approche différente dans le groupe des Antigones? Il y a toujours eu une espèce de symbiose de perspectives? Sur les constats, à savoir les échecs de ce qu'on appelle le féminisme conventionnel, à savoir tout féminisme subventionné d'une manière directe ou indirecte, donc des Femmes en passant par Oser le féminisme ou le ministère des droits des femmes, le constat, on l'a tout tiré, et je pense que toutes les femmes de France le tirent, c'est un échec. Et il est temps d'essayer de trouver autre chose, on va dire. Après, pour ce qui est évidemment du terme de féminisme, si le féminisme, c'est parler de féminité, parler des femmes et de leur place dans la cité, alors dans ce cas, nous serons féministes. Mais on va dire que nous ne sommes pas du féminisme conventionnel. Et c'est pour ça qu'on préfère le terme de féminité. Tout simplement parce qu'il est moins galvaudé. Que j'ai choisi d'ailleurs comme titre dans le thème de cette émission, Féminité, Identité. Très clairement, nous, le mouvement est aussi né d'un manque, où nous, quand on s'est chacune retrouvée dans les Antigones et les femmes qui viennent nous voir, c'est aussi parce qu'elles ne trouvent pas les réponses, alors dans ces mouvements-là, évidemment, et aussi dans la société en général. Nous, l'objectif des Antigones, c'est aussi de développer un discours justement différent de tout le discours que peuvent porter ces groupes-là sur la féminité, et de porter un regard féminin sur la société qui nous entoure. Et il y avait véritablement un manque, un point de vue qui n'était pas du tout exprimé. Par ailleurs, effectivement, il y a quand même, faut préciser, deux utilisations du mot féminisme, où quand on critique le féminisme, on entend quand même une version très historique. Voilà, le féminisme qui est né dans les années 50, qui est très marqué idéologiquement, qui est très effectivement marqué par une logique post-marxiste. Et tous les développements qui ont suivi cette période-là. Mais le féminisme, quand on parle à quelqu'un dans la rue, ça peut aussi être tout simplement se défendre le statut des femmes. Et je pense que si on fait un micro-trottoir sur le féminisme, il va y avoir dans les définitions des choses qui peuvent aussi nous plaire.
Donc statut des femmes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez concrètement par statut des femmes? Travail Voilà la position des femmes dans la société. Quand il y a quand même, le mot est utilisé de façon extrêmement générique pour désigner tout type de défense des femmes, quelles qu'elles soient. Or, il me semble qu'on défend les femmes quand on explique dans nos textes que la loi égalité femmes-hommes du gouvernement fait du tort à toutes les femmes. Donc, de ce point de vue-là, on refusera pas. Est-ce que vous pourriez développer en quoi est-ce que ce tort est évident pour vous? Oula, sur la loi l'égalité femmes-hommes, je vous renvoie à notre site internet. On a un PDF de 30 pages dessus. Donc résumé en 5 minutes Résumé en 5 minutes. Alors, il y a énormément de mesures dont certaines ont été très médiatisées. La suppression de la notion de détresse dans la loi sur l'avortement, qui est pourtant une réalité indiscutable de la situation. Préciser de quoi il s'agit, effectivement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, la loi cadre égalité femmes-hommes est passée, est passée en 2013, ouais, je crois. 14. Oui, peut-être 14, me semble-t-il. Ouais. Et donc, comme c'est une loi cadre, elle traite énormément de sujets dans des domaines très différents. Et le but de cette loi était déjà annoncé comme instaurer l'égalité réelle, dont on est en train de parler dans les médias à l'heure actuelle. Et il y a eu énormément de drapeaux qui ont été levés pour ou contre certains sujets très très médiatiques comme la suppression de la notion de détresse dans la loi sur l'avortement. Donc voilà, c'est ce que je disais, cette loi-là en fait impacte énormément d'autres lois. Et il y a eu des sujets aussi très discutés comme la réforme du congé parental. Mais il y a aussi d'autres sujets qui ont été moins discutés dans cette loi-là, comme la suppression de la notion de gestion bon père de famille. Oui, en effet, l'expression a disparu, oui. Voilà, il y avait des mesures qui, là, pour le coup, étaient très positives sur les violences faites aux femmes. Il y a eu un certain nombre d'autres... Il y avait notamment la question des confrontations en cas de violence conjugale, qui avait été traitée. Il y avait aussi la question des risques au travail, le fait qu'on prenne en compte des risques, on prenne en compte le sexe dans les risques des maladies au travail. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Donc en fait, ce dont on assiste dans cette loi, c'est un espèce de fourre-tout et qu'il nomme aujourd'hui l'égalité réelle, mais qu'à l'époque, il nommait l'égalité intégrée. Et qui consiste en fait simplement... L'égalité intégrée, ça fait un peu novlangue, je trouve, non? Égalité réelle aussi, c'est... Moi peut-être, parce que le mot de réalité est quand même un sens évident, alors que réalité, comment vous dites? Réalité quoi? Intégrée. Intégrée, oui, intégrée. Ça fait quand même très novlangue. Oui, alors donc pour faire très simple, il y avait l'égalité, donc il y a l'égalité devant la loi, les droits, et puis ensuite il va y avoir l'égalité... il va y avoir l'égalité qui par les quotas, donc qui va être l'égalité de discrimination positive. Et l'égalité intégrée va jongler sur ces deux points, la discrimination positive et l'égalité réelle. Si je peux me permettre... Et c'était la grosse problématique de cette loi. Mathilde, vous avez écrit un texte qui s'appelle « Femmes et féminité », donc vous êtes tout à fait concernée par la question. Quel est votre avis sur ce point essentiel de votre combat? Alors, je voulais juste simplement apporter une petite précision par rapport, Allez-y. Par rapport justement à cette loi cadre sur l'égalité dont on a oublié la portée, mais qui a impacté énormément de points dans la vie quotidienne des Français et des Françaises. Il y avait la réforme du congé parental aussi. Oui, on en a parlé, oui. Voilà, la réforme du congé parental, toute la lutte contre... Mais peut-être, si vous voulez développer, Mathilde, allez-y, bien sûr. Non, mais c'est simplement, il y avait certaines choses, notamment avec le nom d'épouse qui disparaissait et qui était une étape vers la disparition du foyer fiscal. Donc ça, c'est aussi des mesures qui sont extrêmement importantes. C'est assez technique, effectivement. Oui, il y a une disparition du nom. Voilà, donc on ne va pas forcément y revenir en détail dans l'émission, mais en tout cas que les auditeurs n'hésitent pas à aller sur notre site internet lesantigones.fr. Oui. Et il y a une barre de recherche qui tape égalité. Ils vont tomber sur toute cette description de la loi qui était extrêmement importante. Donc qu'ils aillent naturellement, et je pense que c'est un site d'abord
très bien fait. Enfin, je veux dire, d'un point de vue esthétique, c'est absolument remarquable. Je me suis laissé dire, Mathilde, que vous y étiez pour quelque chose dans cette esthétique. Un petit peu. Bon, c'est très bien, bravo, je vous félicite. Donc c'est un site très agréable à voir, très bien fait. On navigue vraiment avec beaucoup de facilité, énormément de textes, et en particulier donc ce texte auquel je fais allusion, femmes et féminité, dont vous êtes l'auteur, Mathilde. Précisons, puisque nous sommes dans le paragraphe des contacts, que vous avez, chères Antigones présentes dans le studio, un lieu de rendez-vous toutes les semaines, ce qui est quand même assez remarquable, c'est toutes les semaines. Alors Anne, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, sans vouloir peut-être, en étant prudente, hein, je pense qu'il vaut mieux effectivement dire aux gens qui souhaitent vous contacter de vous écrire. En fait, c'est tout simple. On a 3 antennes, donc Lyon, Provence et Paris. Oui. Donc pour Lyon et Provence, les réunions ne sont pas toutes les semaines. Donc elles sont toujours annoncées via nos réseaux sociaux et sur notre site. Et donc les lieux peuvent varier, voilà, selon la réunion. À Paris, on a une permanence. Donc une vraie permanence hebdomadaire, oui. Alors voilà, c'est pas des locaux à nous, on se réunit dans un bar. Et donc tous les jeudis, voilà, on peut nous retrouver à partir de 20h. Alors toutes les séances sont toujours ouvertes aux femmes. Certaines sont réservées aux femmes, voilà. Quand on fait des conférences avec des intervenants extérieurs ou que nous-mêmes donnons des conférences, ça nous arrive d'ouvrir donc ces séances, auquel cas on en fait la publicité sur les réseaux sociaux. Donc toutes ces conférences publiques sont annoncées. C'est très simple, hein, il suffit j'en profite pour faire ma pub. Mais bien sûr, il suffit de cliquer sur j'aime sur Facebook et de nous suivre sur Twitter ou alors de se rendre sur notre site. Et par ailleurs, pour les femmes qui souhaiteraient être au courant un peu plus précisément et de manière un peu plus suivie de l'actualité de l'antenne Paris, on a un groupe privé sur les réseaux, donc à partir du moment où on souhaite avoir l'actualité de l'antenne, il suffit soit de proposer son mail pour qu'on puisse envoyer les annonces, son courriel pour qu'on puisse envoyer les annonces des permanences, voilà, pour savoir quel est le sujet, si vous voulez vous joindre à nous ou non, ou éventuellement, si vous êtes amatrice de réseaux sociaux, de nous envoyer un petit message sur le Facebook des Antigones. Bien, alors vous avez sur votre site pas mal de thèmes qui sont déclinés. En particulier, j'ai relevé les thèmes des 3 dernières années. Je pense qu'il n'y en a pas avant puisque votre création est assez récente. Thème 2014, la transmission. Alors c'est un thème qui est absolument essentiel et vous dressez finalement un constat de crise de notre société en ce qui concerne la transmission de l'héritage et transmission des valeurs. Alors, Isole. Alors, je pense qu'on va laisser parler Mathilde sur ce sujet. Mathilde, oui. Alors, beaucoup Mathilde, travaillé ces derniers temps. Si vous avez beaucoup travaillé, vous avez l'autorisation de vos compagnes qui sont dans le studio. Donc, transmission. Oui, alors allez-y, nous vous écoutons. Pour recontextualiser notre travail, nous envisageons pour expliquer notre fonctionnement aux auditeurs. Nous de Radio Courtoisie. Chaque année aux auditeurs de Radio Courtoisie. Exactement. Voilà. Nous fonctionnons chaque année avec un thème de travail. En 2014, nous avons travaillé sur les femmes et la transmission. En 2015, sur les femmes et l'économie. Oui, alors donc, nous allons aborder ces thèmes. Voilà, l'aborder ensuite. Oui. Et donc, cette année, nous travaillons sur les femmes et la féminité. Voilà. Donc, pour revenir à ce premier thème sur la transmission, cela nous semblait essentiel. De parler en fait d'abord de poser le contexte de la société dans laquelle nous vivons, puisque vouloir dire que nous voulons combattre et que nous voulons lutter pour créer une société, en tout cas pas créer, construire une société de demain qui nous convienne, il nous fallait d'abord comprendre la société dans laquelle nous étions aujourd'hui. Et que donc c'était indispensable d'avoir une vision un petit peu générale de cette société que nous sentons en crise. Et qu'il est, je pense, oui. Comment ? Qu'il est. Je pense que c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Voilà, mais en tout cas, c'est une chose de savoir que c'est une réalité. Encore faut-il vraiment l'analyser, en effet, oui. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai que il y a vraiment la tradition
était quelque chose d'extrêmement important pour nous, la tradition, la transmission. On a vraiment fait tout un travail. Là encore, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie sur notre site internet. Pour nous, on ne peut pas vouloir construire une société de demain tout en étant coupé de celle du passé. Pour nous, on voulait vraiment essayer de comprendre ces mécanismes de transmission, non pas par passéisme. On ne veut absolument pas uniquement se référer au passé, mais parce que nous sommes profondément tournés vers l'avenir. La tradition, c'est ce qui ne passe pas, c'est ce qui est tourné vers l'avenir, c'est ce qui reste. Et donc c'est pour cela que nous voulions arriver vraiment à comprendre tous ces mécanismes. Alors nous les avons essayé de comprendre cela de façon tout à fait philosophique, donc avec des références à Hannah Arendt, à Mircea Eliade, etc. Et des conséquences et une pensée assez aussi économique, puisque nous avons discuté du fondement philosophique du capitalisme et très ambitieux, dites donc. Oui, on se sert d'autres auteurs, on n'invente pas l'eau chaude. Hein. Oui, mais quand même. Il y a des auteurs comme par exemple Michel Kluskar qui nous paraissent extrêmement importants et intéressants, notamment sur le capitalisme de séduction et sur la façon dont le capitalisme justement nous isole et fait de nous, et se sert capitalisme de séduction. Alors on en revient à la fascination pour les médias finalement, on en revient humaine quelque part. Oui, mais c'est vrai que c'est la société du spectacle, là, le capitalisme de séduction, comme vous dites, non? Oui et non, mais c'est surtout, ce qui nous intéresse, c'est à la fois donc cette lecture du capitalisme et la façon dont la femme a été l'un des instruments de l'installation de ce capitalisme de séduction qui est un problème extrêmement important à nos yeux pour la société. Il y a en particulier sur votre site un texte concernant les cadeaux de Noël. J'ai cru comprendre que c'était pas du tout votre tasse de thé. Oui, tout à fait. Oui, c'est donc là, on est dans la séduction. On remplace une fête multimillénaire par une fête commerciale. Mais nous avons aussi un message d'espoir pour cette transmission qui est extrêmement importante pour nous. C'est parce que si la femme a été un des vecteurs de ce capitalisme, nous pensons aussi qu'elle est un des piliers et un des leviers pour arriver à sortir justement de ce système. Donc voilà, une lecture qui est à la fois philosophique de cette transmission, à la fois les conséquences de notre société économique dans laquelle nous sommes. Il y a également un thème qui nous paraît extrêmement important dans cette optique de la transmission, c'est le rapport entre l'écologie. Alors oui, c'est un thème important que nous allons développer par la suite, effectivement, le thème de l'écologie. Transmission, vous parlez donc de la valeur, des valeurs et de l'héritage. C'est donc une transmission au sens très, très large du terme. Oui, parce qu'en fait, justement, à la fois, il y a la question écologique de la terre que l'on transmet, de notre environnement dans lequel on est, et il y a aussi la question du corps. Finalement, le corps et la transmission, notamment au niveau de la maternité pour la femme, oui. Est une question qui est centrale dans cette crise de la transmission que nous traversons actuellement. Et c'est vrai qu'il y a une coupure qui s'est établie, donc une rupture de la transmission, une coupure qui s'est établie, et notamment au niveau de la nature dans laquelle nous sommes complètement coupés, dont nous n'arrivons plus du tout, dont nous sommes plus du tout reliés à cette nature, et donc ça nous semble compliqué d'arriver à en prendre soin et de la transmettre à nos enfants demain, et à la fois notre corps dont nous sommes complètement coupés et que nous n'arrivons plus à entendre, à écouter, et ça c'est encore bien aidé par la société économique dans laquelle nous vivons. Si on prend qu'un seul exemple, je vais être rapide, oui. Mais si nous prenons qu'un seul exemple, celui de la pilule par exemple, les féministes pensent que la pilule est la libération de la femme. Nous ne pensons pas du tout que c'est la pilule et la libération de la femme. Tout simplement, déjà, la pilule coupe la femme de son corps. La pilule bloque l'ovulation. Si vous prenez la pilule pendant 10 ans, vous n'ovulez pas pendant 10 ans. Donc, c'est des changements au niveau qui sont radicaux au niveau de votre corps. Et évidemment, c'est une pilule que vous payez tous les jours, que vous prenez. C'est un petit comprimé payant que vous prenez tous les jours. Bien sûr, oui.
alors que, donc là, le capitalisme est encore là, jusque dans nos lits, alors qu'il y a des moyens qui sont non seulement gratuits, mais qui en plus permettent de se reconnecter à son corps et d'avoir une véritable écoute, que ce soit de la femme et de son corps, ou du couple par rapport à la procréation. Isole. Pour bien exprimer notre manière de concevoir cette thématique, de la transmission et les thématiques qui ont suivi, c'est surtout qu'on nous passons par notre regard féminin pour étudier ces problèmes, et nous étudions aussi ces problèmes d'une manière, au sujet des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une double entrée chez Antigone, l'entrée comme vision typiquement féminine du problème, et la problématique spécifiquement sur les femmes. Et c'est sur ces deux axes qu'on joue, et je pense que vous l'avez vu au travers des propos de Mathilde. On jongle tant sur des problématiques qui vont toucher les hommes et les femmes que sur des problématiques typiquement féminines, comme la pilule, et à la fois tout ça avec un regard féminin. Donc c'est un petit peu dans ce rapport-là qu'on se positionne, et dans lequel se positionne Antigone. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette double entrée, une vision féminine et des questions typiquement féminines. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter un mot sur ce que vient de dire Isole. Oui, Mathilde, excusez-moi, j'avais pas mis mon casque. Je laisse en plus la parole à Anne très rapidement. Oui. Nous avons aussi dans notre façon de fonctionner, nous voulons à la fois avoir des points de vue donc très philosophiques, une analyse assez intellectuelle, mais en même temps, nous voulons être extrêmement ancrés dans le réel. Oui, pragmatique. Ancrés dans le pragmatisme, ancrés dans la vie quotidienne. Concrètement, si on parle du problème d'être coupé écologiquement, qu'est-ce que ça veut dire demain, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui, et surtout, quels sont les actes que je peux moi-même poser dans ma vie de tous les jours pour arriver à modifier ces comportements-là. On ne veut pas du tout de schizophrénie entre une pensée intellectuelle et des actes dans nos vies quotidiennes. Tout à fait, effectivement. C'est une très saine philosophie, en effet. Ni d'ailleurs de défaitisme, puisque c'est quelque chose qu'on voit pas mal et qu'on entend beaucoup. C'est des discours défaitistes, et on n'est pas du tout sur une position défaitiste, loin de là. Défaitiste, c'est-à-dire qu'est-ce que vous tout simplement de dire mon Dieu, la crise de la transmission, on n'est plus capable de transmettre. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, et à quels enfants allons-nous laisser ce monde, pour paraphraser Jaime Samprin. Et c'est ce discours, le discours défaitiste qui peut d'un seul coup prendre à la gorge. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Au contraire, comme le disait Mathilde, on essaye d'être force de proposition. Et c'est là aussi où, notamment, on ne s'arrête pas au constat d'un échec du féminisme. On propose autre chose. Comme on ne s'arrête pas au constat de la crise de la transmission, on essaie de proposer autre chose, et on invite à faire ces changements par des gestes très simples qui impliquent chaque personne, mais aussi avec des visions plus générales et plus politiques au sens d'Aristote, donc de vie dans la cité, par notamment notre critique de la loi égalité homme-femme. C'est-à-dire que autant on va proposer des choses très concrètes pour retrouver une transmission avec son patrimoine, sa terre, l'éducation des enfants. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup traitées dans cette année, cette première année de la crise de la transmission, et à la fois des choses beaucoup plus politiques avec la question de la loi égalité homme-femme, par exemple, et en quoi celle-ci va briser la transmission et va l'empêcher. C'est-à-dire qu'on n'accède plus à un poste par ses qualités, mais par son sexe, ce qui est vecteur notamment de misogynie. Voilà. Donc c'est ce genre de questions-là qu'on va être capable de traiter. Bien, écoutez, le temps passe très vite en votre compagnie, mesdames. Alors je vous propose de passer au deuxième thème. Donc c'est le thème 2015, les femmes et l'économie. C'est un thème peut-être un peu aride dans le cas de la féminité. Comment est-ce que vous implémentez ce thème dans votre problématique générale, Anne? Alors attention, nous quand on entendait économie, on n'entendait pas les petits chiffres et les graphiques, on entendait vraiment dans le sens très aristotélicien, voilà. La vie dans la cité qui passe par l'outil de fabrication. De l'oikos autant que du système économique, et justement on a voulu sortir un petit peu du point de vue très qu'on a beaucoup sur les médias, de l'analyse de la crise économique, les subprimes, les banques, etc. Et on a essayé d'ouvrir un petit peu le champ. Nous, ce qu'on voulait étudier, analyser pendant cette année-là, c'était toute
la manière dont la société vit, s'organise, organise sa subsistance et la place aussi des hommes et des femmes dans cette organisation-là. Donc bien sûr, on s'est intéressé à notre système économique contemporain. On en a dit beaucoup de mal. Et on a essayé de proposer aussi beaucoup de solutions. Du coup, donc, en fait, ça nous a permis de reprendre un certain nombre de sujets qu'on avait déjà abordés pendant la première année, parce que le fonctionnement, notamment à l'antenne Paris, c'est assez symptomatique. Quand on organise des conférences, du travail de recherche, ce genre de choses, on a notre thème d'année et chaque mois, on essaie de l'aborder à travers un prisme différent. Donc, par exemple, si vous allez regarder nos annonces de conférences sur l'année de la transmission, il va y avoir un mois consacré à femmes, corps et transmission. Un autre, c'est femmes, éducation, transmission. Un autre, c'est femmes, société, transmission. On a repris en fait ces grilles d'analyse-là pour l'économie et ça nous a permis d'ouvrir de nouveaux sujets, très clairement, mais aussi de revenir sur certains qu'on avait déjà travaillés avec un regard un peu nouveau. Donc, par exemple, on a déjà parlé de toute la question de la pilule, on l'a abordé là, donc moins c'est un point de vue de transmission, mais sous le point de vue beaucoup plus économique, on est revenu sur cette question-là. Prendre une pilule, c'est pas seulement faire du mal à son corps, c'est aussi être asservi à des laboratoires et à un certain système économique qui veut faire des femmes et des hommes des consommateurs captifs. Voilà, donc et ça nous a permis d'ouvrir énormément d'autres sujets. Le système économique, c'était aussi un moyen de parler, par exemple, de la famille. Un autre sujet dont on a parlé, là, c'était le congé parental dans le cadre de la loi égalité hommes-femmes. Et on a vu aussi, on a essayé de travailler sur tout l'impact du système économique tel qu'on le pense aujourd'hui sur la famille. Et justement, une des motivations de ces réformes du congé parental, c'est aussi de mettre les femmes sur le marché du travail, parfois contre leur gré. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce congé ? De fait, à partir du moment où on oblige à ce qu'il soit partagé entre hommes et femmes, il y a des foyers qui ne vont pas pouvoir prendre cette option-là, il y en a d'autres qui ne vont pas le vouloir, et ça va arranger tout le monde, enfin l'État surtout, parce que ça signifie que les femmes vont devoir retourner au travail beaucoup plus rapidement. Or, c'est beaucoup plus intéressant pour un État qui a besoin d'argent d'avoir une femme qui travaille, dont le salaire est taxé, et qui emploie une babysitter, une assistante maternelle dont le salaire est taxé, et qui, ne s'en sortant pas avec ses temps de trajet interminables, emploie également une femme de ménage dont le travail est taxé. Une mère de famille, quoi qu'elle fasse comme bien à la société, son travail n'est pas taxé. Le travail est gratuit, en effet. Voilà. Donc, l'État ne s'y retrouve pas. Et pourtant, il s'agit d'un véritable travail, parfois très lourd à porter. Tout à fait. Et donc voilà, on a essayé, ça c'est un exemple du travail qu'on a pu mener pendant cette année-là. On a voulu sortir d'une analyse purement économique, très, très contemporaine sur qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à la crise. Nous, on a les lignes qu'on en a tirées, c'est aussi qu'il faut aussi arrêter d'essayer de faire rentrer les gens dans les petites cases du système économique tel qu'on le pense maintenant. Le salariat à 35 heures dans une grande entreprise, une grande multinationale, n'est pas la réponse aux problèmes des femmes. Il y a énormément d'autres manières de s'organiser et un simple retour au foyer en s'occupant, en se consacrant intégralement à une multitude d'enfants, c'est pas évident pour toutes les femmes non plus. Il y a énormément d'alternatives entre les deux et le travail, ça n'est pas qu'un travail salarié dans une grande multinationale. Voilà. Il y a énormément de modes d'organisation du travail différents qui peuvent être imaginés. Il y a énormément d'organisation du temps de travail qui peuvent être imaginées. Donc ça, c'est des premières pistes qu'on a pu dresser sur la question de la féminité. On avait déjà commencé, Jean-Pierre sur le thème suivant, on avait déjà commencé à aborder la question de la féminité via ce prisme de la transmission et ce prisme économique en disant, la manière dont la société propose de vivre sa féminité n'est pas la seule manière. Et par exemple, dans cette question du travail et de la maternité, la réponse que nous propose la société n'est pas la seule possible. Voilà. Troisième thème, le thème donc de cette année, la féminité dans notre histoire.
Donc on est quelque part un peu dans la transmission là, mais avec une autre dimension qui veut embrayer sur ce thème, Isole. Je vais dire juste un tout petit mot. C'est femme et féminité, donc le thème. Donc plus tout simplement, c'est pas que la féminité dans l'histoire, parce que cette thématique et notamment la féminité dans l'histoire est très travaillée par l'antenne Provence, notamment donc par Mathilde. Voilà, exactement. Mais on va le faire de manière un petit peu plus large cette année. Donc c'est la question de la féminité vue dans son ensemble, donc féminité avec un S, comme le disait si bien Anne, c'est que il y a plusieurs manières d'être femme. C'est pour ça qu'on utilise souvent les femmes et pas la femme, parce qu'on n'est pas, on n'est ni dans un féminisme impérialiste tel qu'on a pu le voir avec des logiques comme les Femen par exemple, ni dans un féminisme qui va enfermer dans une sorte d'essentialisme complètement délirant ou il est question de travailler vraiment les vocations féminines et les universaux qui vont traverser ces questions féminines et les femmes. Donc c'est quelque chose de très large. On l'entame seulement en 3e année, dans notre 3e année d'études, tout simplement parce qu'il faut les épaules pour porter une thématique comme celle-ci, et que les précédents thèmes nous ont permis de définir un certain nombre de problématiques, notamment d'identifier quels sont les grands problèmes majeurs au travers des questions de l'économie, donc la manière dont est vécue l'économie et le capitalisme et leur impact sur les femmes, et aussi tout ce qui va être les impasses de nos sociétés via la crise de la transmission. Donc maintenant il est temps de construire et de chercher vraiment un aboutissement de cette réflexion au travers de la féminité, et c'est d'autant plus actuel qu'aujourd'hui c'est cette féminité qui est attaquée par la théorie du genre, mais aussi par les événements de Cologne, dont nous allons parler, oui. Pour terminer, je pense. Oui. et donc voilà, à peu près 25 minutes encore, donc oui, le temps passe très vite. Ouais, voilà. Donc c'est une thématique importante, et c'est une thématique, la question de la féminité, qui est plus large que la domination du patriarcat sur les femmes, souvent seulement envisagée par certains féministes conventionnels. Et donc là, il y a un enjeu qui est terrible, et une demande, il va falloir y répondre rapidement, et c'est sur ce créneau-là qu'on se positionne, et c'est sur ce créneau-là qu'on va démarrer le thème de cette année 2016 en fanfare avec Cologne. Anne ? Oui, effectivement, vous disiez donc féminité dans l'histoire. L'idée de cette année, c'est aussi d'aborder la féminité avec différents modes d'expression, on va dire. Parce que donc à Marseille, il y a ce projet d'étudier la féminité dans l'histoire. On a déjà commencé sur le site une galerie de portraits de femmes inspirantes. Donc c'est une autre manière. Charlotte Corday en particulier. Voilà, on a eu Jeanne Hachette aussi, que je vous invite à lire. Je vous conseille Catherine Ségurane. D'accord, bien écoutez, excellente figure de la résistance féminine et de la résistance identitaire. J'en profite pour dire à vos auditeurs que quand vous avez des idées de figures féminines, si vous les connaissez, vous pouvez aussi nous envoyer un début de texte, quelques lignes qui nous permettent d'avoir déjà une base de travail. Donc vous avez compris, amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez du travail pour les vacances. Et donc je continue. Donc à Paris, le point de vue adopté va être beaucoup plus celui de la réflexion philosophique, avec un programme assez chargé de permanence dans nos permanences. Le but est de voir un petit peu, de revenir sur les différentes prises de parole qu'il y a pu avoir sur la féminité à travers l'histoire, d'essayer de se confronter aux problématiques clés d'une toute réflexion sur la féminité, mais aussi dans un troisième temps, de se pencher sur la manière dont les femmes vivent leur féminité en 2016, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer à la vivre, et les manières dont s'exprime la féminité à notre époque. Et on a d'autres projets aussi qui vont permettre d'aborder le sujet d'autres manières. Qui va être à Paris, on a un projet de construire, d'écrire des fiches pratiques, pour donner quelques pistes pour aider les gens au quotidien. Donc c'est en train de se dessiner.
Et voilà, et via nos réseaux sociaux, on publie des images inspirantes. Voilà, il y a énormément de manières d'aborder le sujet. Donc, on va pas se contenter de réfléchir et on va pas non plus rester dans une perspective ni seulement historique, ni seulement contemporaine. Mathilde, j'ai cru comprendre que vous étiez le fer de lance de ce thème, la féminité dans notre histoire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? J'imagine que oui, beaucoup. Alors, je vous demanderai d'être bref parce que, comme vous le constatez, le temps passe et j'aimerais que nous embrayions sur les sujets d'actualité. Oui, je serai dans ce cas-là, en effet très brève. Allez-y. Nous voulons... Mais vous avez quand même toute l'attitude pour parler, bien sûr. C'est gentil. Le féminisme aujourd'hui, le féminisme conventionnel et subventionné, s'arrête beaucoup, réfléchit sur la femme, beaucoup en prenant l'image de la femme du 19e siècle. Il fait ce modèle-là. C'est vrai que c'est pour ça que le féminisme aussi a été créé. Il fallait sortir la femme, entre guillemets, de cette ornière du 19e siècle dans lequel Napoléon, notamment, l'avait mise. Nous saluons ce combat des féministes qui ont permis à la femme de retrouver une dignité sociale. En revanche, nous pensons qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est temps d'aller vers l'avant et donc de dépasser ce féminisme. Et pour cela, donc nous réfléchissons donc sur toutes ces questions de féminité qui nous semblent absolument essentielles quand on est face à des personnes qui disent qu'une femme n'existe pas, qu'un homme n'existe pas. Voilà, il nous semble important de reposer les bases. Et pour cela, nous voulons aussi nous plonger dans l'histoire pour voir un petit peu les archétypes féminins de l'histoire. Les femmes guerrières à travers les temps, que ce soit au moment de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. La façon dont les femmes ont pu inspirer l'art, la façon dont les femmes ont exercé le pouvoir politique, la façon dont les femmes se sont investies, je dis n'importe quoi, dans des corporations allemandes. Par exemple, les corporations allemandes des brasseurs étaient féminines. Bref, un tas d'exemples comme ça qui nous permettent de comprendre un petit peu plus la féminité dans l'histoire. Donc je lance aussi un appel aux auditeurs de Radio Courtoisie. Allez-y. N'hésitez pas. Si vous avez des exemples de féminité... oui, c'est ce que disait Anne, en effet, oui, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un courriel, nous avons un tas de moyens de nous contacter. Donc là-dessus, cela devrait être possible. Oui. Que les gens n'hésitent pas à nous donner des exemples de féminité qui les inspirent, de femmes, de modèles féminins ou de réflexion par rapport à ces projets. Écoutez, moi je parlais de Catherine Ségurane, qui est une figure très connue chez vous, Mathilde, dans le sud. C'est une grande famille, grande figure niçoise. Mais à Paris, vous avez Sainte-Geneviève, bien sûr. Ah oui, non, mais il y a énormément de figures. Alors, non seulement nous ne devons pas simplement nous arrêter sur les figures, mais aussi sur les différents statuts qu'ont pu avoir les femmes à travers l'histoire. Puisque, encore une fois, la femme n'a pas toujours été cette femme bourgeoise du 19e siècle, et la femme a énormément évolué à travers l'histoire et à travers ses différents statuts sociaux. Donc cela nous intéresse beaucoup. Donc nous ne prétendons pas être exhaustives, mais en tout cas, nous aimerions avoir plusieurs exemples à mettre à disposition de nos lecteurs. Alors, mesdames, chères Antigones, nous allons passer aux questions d'actualité. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous nous écoutez, nous sommes le 4 mars, vendredi 4 mars, et la journée de la femme, ça sera le 8 mars. Bon, je répète que l'émission a été préenregistrée le 14 février, mais donc, vous voyez, quand vous écouterez cette émission, il sera la journée de la femme sera toujours en devenir 4 jours après. Alors, chères Antigones, quelles actions est-ce que vous avez prévues pour cette journée internationale de la femme, Anne ? Alors oui, donc on précise tout de même, chaque année, on a fait des petites prises de parole, notamment pour cette journée internationale des femmes, mais aussi pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Oui, alors ça, c'était le 25 novembre, me semble-t-il. Il me semble, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi l'occasion pour nous, alors, ces journées internationales n'ont pas grand sens, on en a tout à fait conscience, mais c'est l'occasion pour nous de détourner ces sujets-là et d'essayer de braquer les projecteurs sur les sujets qui nous préoccupent. Par exemple, sur les violences faites aux femmes, on avait fait cette année tout un travail, on a publié un texte, on a fait, on est allé au Monument aux Mères à Paris rendre hommage
aux maires de France. M, accent grave, R-E-S. Voilà. Et on a fait donc tout un travail sur les violences spécifiquement faites aux mères. Voilà, donc qui impactent l'intégralité de notre société. Sur la Journée internationale des femmes, cette année, étant donné que l'année est consacrée à la féminité, nous allons lancer une grande enquête. Voilà. À destination des femmes ? À destination des femmes, mais aussi des hommes. C'est conçu pour que les hommes je pourrais puissent répondre éventuellement ? Bien sûr. D'accord, merci. Voilà, donc on est en train de faire tout le travail de préparation de cette enquête. Et c'est une enquête assez longue quand même. En fait, ça prend la forme d'un questionnaire en ligne. Voilà, pour les détails pratiques, on publiera sur un maximum de réseaux le lien vers ce questionnaire. Et donc, il s'agit de prendre pour chacun, c'est une bonne manière de nous aider, 15 à 20 minutes pour répondre aux questions. Donc, il y a des questions fermées, en oui, non, avec des choix proposés. Il y a des questions ouvertes où vous pourrez vous exprimer un peu plus librement. Et l'objectif de ce questionnaire, c'est de faire le point, voilà, sur la manière dont hommes et femmes envisagent la féminité aujourd'hui et dont ils la vivent. Donc, il y a toute une partie qui va être, toute une première partie qui traite un petit peu de la vision plus théorique de l'ordre de l'opinion qu'ont les hommes et les femmes de la féminité. Et donc cette partie est commune. Il y a toute une partie du questionnaire qui traite de la façon dont les femmes peuvent vivre leur féminité aujourd'hui. Celle-là est réservée aux femmes. Donc nous, on va prendre l'année pour essayer de diffuser ce questionnaire, pour récolter les résultats de cette enquête, les publier et travailler dessus. Voilà, donc ça va être une première démarche qu'on va faire pour le 8 mars. Mathilde, je crois. Isole ou Mathilde. Mathilde, si vous avez des compléments à apporter à l'intervention d'Anne. Non, ça me semble parfait. Bon, écoutez, très bien. Donc, la présidente à l'aval de sa cellule provençale. Isole ? Rien à ajouter. Très bien, vous avez été une présidente parfaite, Anne, bravo. D'accord. Bien, j'aimerais vous entendre sur deux thèmes d'actualité qui sont extrêmement préoccupants. L'état d'urgence, vous consacrez une partie de votre site à traiter cette actualité brûlante. Qui veut se lancer dans cet aspect des choses? Donc, Isole, allez-y. Alors, oui, actualité brûlante, très brûlante, puisqu'effectivement un certain nombre de lois vont passer ou sont passées concernant l'état d'urgence. Cet état d'urgence, on se positionne dessus tout simplement à cause de la figure d'Antigone, qui est donc une figure de la légalité de la légitimité, contre la légalité. Et donc, si Antigone n'a pas toléré que pour la paix, on viole une sépulture, alors qu'aurait-elle dit ou fait aujourd'hui, alors que les libertés publiques sont en danger? Puisque cet état d'urgence et un certain nombre de lois qui sont passées donc cette année violent nos libertés publiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se positionne de par notre patronage d'Antigone. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les libertés qui sont retirées aux citoyens et pas à ceux qui violent les lois. Donc, ce sont des libertés qui nous sont retirées à nous. Et les libertés sont retirées aux gens qui respectent la loi. Eh ben oui, pas ceux qui les enfreignent. C'est idiot, mais c'est simple. Encore faut-il le dire rappeler à tous ceux qui ce genre d'évidence, oui. Notamment à tous ceux qui disent oui, mais je suis quelqu'un d'honnête, je n'ai rien à me reprocher. C'est parce que vous êtes quelqu'un d'honnête que vous avez le droit de vous balader masqué. Et c'est parce que vous êtes quelqu'un d'honnête que vous avez justement droit aux libertés publiques, parce que vous n'enfreignez pas la loi. Donc tout ce qui va être les restrictions sont des atteintes aux citoyens, en réalité, et non pas à ceux qui enfreignent les lois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui paraît être aussi tout à fait essentiel sur cette question de l'état d'urgence, c'est les modifications en profondeur qui sont en train d'avoir lieu. À savoir, toute la modification de la réforme de la procédure pénale qui est en cours, qui va avoir pour objet de condamner plus vite les coupables. Alors, pour faire simple encore, une évidence, c'est que le code pénal est là pour punir les coupables, alors que la procédure pénale est là pour protéger les innocents.
Et donc l'atteinte à la procédure pénale, c'est quelque chose qui va atteindre les innocents, puisqu'en fait ce sont les barrières de sécurité qui font que si vous êtes innocent, vous allez pouvoir vous défendre et vous allez pouvoir dire quelque chose. Le code pénal sera là pour punir les coupables. Et là, on a une atteinte à la procédure pénale donc qui est en cours, qui a pour objet de simplifier grandement les méthodes d'enquête et qui vont donc multiplier le risque d'erreur. Au-delà de ça, donc là c'est ce qui paraît être évident, donc il y a des choses qui sont plus profondes, qui sont en train d'être modifiées, notamment par des lois qu'on ne voit pas passer ou qu'on n'a pas vu passer, non pas forcément à cause de l'état d'urgence, mais à cause de l'état de sidération dans lequel les attentats ont plongé la France. Et cet état de sidération a laissé passer des lois très importantes, notamment la loi santé, qui a donc procède de nombreux changements, mais aussi des modifications sur les lois de renseignement, qui là encore sont des lois qui nous privent de liberté, etc. Donc c'est-à-dire que la vigilance a baissé. Les citoyens sont inquiets, stressés, angoissés. Et en fait, tout simplement, ce qui se produit, c'est que pour sa sécurité, enfin pour sa propre sécurité, on est prêt à tout abandonner. Donc vous pensez que finalement, le gros projecteur qu'on a focalisé sur la déchéance de nationalité n'est qu'une espèce de paravent. Derrière cette loi qui a été beaucoup discutée, beaucoup médiatisée avec la démission de l'ancienne garde des Sceaux, il y a des choses beaucoup plus importantes pour notre sécurité qui ont été passées sous silence. Au-delà du fait que la déchéance de nationalité ne risque pas de servir grand-chose. Parce qu'elle fait doublon par rapport à d'autres lois. En 15 jours, on peut effectivement déchoir quelqu'un de sa nationalité avec les lois déjà existantes. Et exactement, donc c'est-à-dire que c'est un écran de fumée. Et c'est un écran de fumée qui cache qui est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc vous pensez qu'il y a des choses beaucoup plus importantes pour notre sécurité et pour notre liberté qui sont en train de se jouer derrière cet écran de fumée. Tout à fait. Et qui sont des privations auxquelles on s'habitue. On s'habitue aussi au contrôle. On s'habitue à ce que des militaires soient dans nos rues en masse. On s'habitue à ce que des vigiles nous fouillent à l'entrée de chaque magasin. Ce sont des mauvaises habitudes. Et ce ne sont pas des habitudes de liberté. Ce sont des habitudes de dimitude. Oui. Et puis de contrôle de population. Bien, écoutez, le temps passe, donc je vais être obligé de passer au dernier sujet, si vous le voulez bien. À moins que vous ayez des choses... Anne a des choses à rajouter par rapport à ça. C'était très clair. Bon. J'aimerais vous entendre sur ce qui s'est passé à Cologne. Comment penser, en termes de féminité, comment penser l'après-Cologne? Anne? Déjà un petit retour sur l'événement lui-même. Donc nous, c'est de même que pour l'état d'urgence, ça a été l'occasion de publier une petite tribune sur Boulevard Voltaire pour exprimer un petit peu notre opinion là-dessus. Et cet événement-là a été très symptomatique de la manière dont les choses se passent et les événements sont traités à l'heure actuelle. Ce qui nous a intéressé dans notre article, c'est aussi, c'est non seulement l'événement lui-même, qui est évidemment extrêmement choquant, mais c'est aussi le traitement médiatique qu'on en a fait et les réactions aussi des différents mouvements féministes. Pour ce qui est du traitement médiatique, ce qu'on a tenu à rappeler, nous, en premier lieu, c'était le fait que même si là, effectivement, l'événement choque par son ampleur, ça n'est pas une nouveauté. Voilà, là, en fait, l'ampleur de l'événement a forcé les médias à en parler. Oui, forcer est le mot exact, puisqu'il y a eu un silence médiatique pendant plusieurs jours. Il y a eu un silence médiatique, et c'est à force de réactions sur Internet, sur les réseaux sociaux, que les médias ont été contraints, en fait, de s'occuper de cette affaire-là. Mais on a eu le même problème sur beaucoup de faits divers avant, notamment, on l'avait cité ça dans notre article, l'affaire des réseaux des réseaux anglais, en fait, notamment le réseau de Birmingham, qui étaient des réseaux de Pakistanais qui exploitaient sexuellement des jeunes filles, donc il me semble de 11 à 14 ans. Et Rotherham, pour être précis. Oui, voilà. Il y a eu Birmingham aussi. Alors, je sais plus les lieux exacts. Hein. Je n'avance pas là-dessus. Et c'est la même difficulté qu'on peut voir dans cette affaire-là, qui est qu'il y a eu des plaintes déposées et la police n'a rien fait parce qu'ils avaient peur d'être accusés de racisme. Voilà, alors qu'il y avait quand même, il s'agit quand même d'affaires de pédophilie et de viol. Donc, alors pour vous, donc Cologne, vous utilisez le terme, c'est la guerre des ventres. Voilà. En 3 minutes, est-ce que vous pourriez développer cet aspect des choses ?
Alors, pour nous, il y a une véritable dimension guerrière à cet acte-là. Le contrôle du territoire, contrôle des femmes, nous sommes finalement dans une problématique très, très antique. Oui, très clairement. Et c'est, des événements comme ça puissent se passer, qu'il n'y ait pas de. Pour l'instant, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune poursuite. Hein. Voilà, le nombre d'arrestations était. On a connu la police allemande beaucoup plus efficace. Ah oui, tout à fait, oui. Et là, il faut savoir que le soir même, il y a eu, alors là pour le coup, pareil, pour les chiffres, je donne des échelles, il y a eu une dizaine d'arrestations, même pas. Quand on sait qu'il y a des milliers de personnes impliquées, on a quand même sérieusement envie de rire. Il y a eu ensuite aucune poursuite. Et par contre, les médias se sont intéressés au profil de ces 13-15 personnes interpellées. C'était quand même très amusant, sans jamais s'inquiéter du fait qu'il n'y avait eu que ce nombre de personnes interpellées. Pour plusieurs milliers, je crois, de plaintes déposées. Oui. Alors là, on a dépassé plusieurs milliers, mais en tout cas, on a dépassé le millier. On dépasse le millier, donc pas plusieurs, mais en tout cas au moins un millier. Sachant que ce millier de plaintes, c'est pour agression. Agression sexuelle, c'est pas toutes ces plaintes-là. Sachant que la définition de l'agression sexuelle, agression, harcèlement, etc. C'est minimal, c'est minime en France en Allemagne par rapport à la France. Hein. Pour qu'un acte soit caractérisé comme viol, c'est pas les mêmes définitions. Donc ça, faut aussi faire attention quand on essaie de relativiser ça. Donc pour nous, il y a véritable, quand on voit l'ampleur de l'événement, c'est évident qu'il y a quand même une dimension organisée qui est assez choquante. Hein. Et le fait est que ce qui est très très choquant ensuite, c'est que il y a une agression en masse et que derrière toutes ces femmes sont laissées à leur triste sort par les médias qui ont crié au loup à l'instrumentalisation par l'extrême droite, etc. Par les politiques et notamment la fameuse déclaration de la maire de Cologne qui expliquait qu'il suffisait pour les femmes de se tenir à une distance de bras des individus suspects. De bras mais non levés, a-t-elle précisé. Non, oui, c'est moi qui plaisante. Ce serait dommage. Alors que bon, c'est une évidence que d'une, ça ne suffira jamais et que c'est extrêmement insultant pour les femmes de leur demander elles-mêmes de surveiller leur comportement alors que c'est celui des agresseurs qui est scandaleux. C'est vraiment de la dimitude absolue. Là, c'est vraiment un comportement et le point phare qui est extrêmement choquant, c'est que les femmes sont laissées à elles-mêmes par les féministes qui pourtant prétendent les défendre. Donc là, je pense que Isole, tu peux compléter mon propos. Chère Anne, chère Isole, le technicien me fait les gros yeux et me dit, mais vous êtes en train de dépasser le temps. Donc, chère Mathilde, chère Anne et chère Isole, je vais malheureusement être obligé de rendre l'antenne. Vous avez, je pense, passionné nos auditeurs. Donc, je recevais Anne Treby, c'est bien cela, j'orthographie bien votre nom, Isole Turan et Mathilde Gibelin, toutes trois représentantes des Antigones. Chers amis auditeurs, merci de votre attention et dans 4 semaines. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de l'identité dirigé par Henri Dubost, émission préenregistrée le 14 février 2016, diffusée vendredi 4 mars de midi à 13h30. Elle est rediffusée dans l'après-midi de 16h à 17h30, samedi 5 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.